commencer pour une journée qui sera chargée, puisque je vous rappelle que nous avons l'audition de la ministre des Sports après les QAG, mais en attendant cette audition, nous avons ce matin une audition importante consacrée aux jeux vidéo, secteur pour lequel notre commission, il y a presque 10 ans, en 2013, avec nos collègues André Gattolin et Bruno Retailleau, avait commis un rapport qui avait fait date, dont le titre n'a pas pris une ride, ou devrais-je dire, n'a pas pris un pixel, à savoir les jeux vidéo, une industrie culturelle innovante pour nos territoires. La commission a estimé qu'il était temps de revenir sur ce secteur du jeu vidéo, porteur, prometteur, mais encore mal identifié par les pouvoirs publics. Et c'est vrai que ça revient relativement peu dans les discussions que nous pouvons avoir. Et c'est pour ça que je remercie nos invités de ce jour, Madame Chalmette, Julie Chalmette, présidente du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le CEL, Nicolas Vignol, délégué général, ainsi que Julien Villedieu, délégué général du syndicat national des jeux vidéo, le SNJV. Et je précise que votre président, Monsieur Sardveladze, qui devait nous rejoindre, est cas contact, le virus étant encore assez présent. Nos intervenants devraient nous permettre de réaliser un point précis sur ce secteur et de tracer ses perspectives d'avenir. Pour mémoire, le jeu vidéo est, selon les sources, mais vous nous le préciserez certainement, la première ou la seconde industrie culturelle en France, avec un chiffre d'affaires en 2021 de près de 5,6 milliards d'euros, soit le double du cinéma et de la musique enregistrée. C'est dire l'importance du jeu vidéo dans les pratiques culturelles des Français, qui sont 73% à jouer au moins occasionnellement avec, je le note au passage, 98% des 10 à 14 ans. Je ne sais pas, parmi les membres de la commission, quel est le pourcentage. Nous le vérifierons peut-être à l'issue de cette audition. Le jeu vidéo s'inscrit, c'est sa nature, dans un environnement technologique en perpétuelle évolution, avec l'arrivée prochaine de la réalité virtuelle, promise depuis longtemps, ou bien l'évolution de la monétisation, avec l'irruption des loot box, vous en parlerez certainement, qui promettent, moyennant finance, un avantage aléatoire. Et nous aurons bien sûr à réfléchir sur les conséquences de ces lootbox notamment. Je pense cependant également au grand mouvement capitalistique avec le projet de rachat par Microsoft de l'éditeur américain Activision Blizzard. Autrefois, je le signale au passage, propriété de Vivendi, rachat par Microsoft pour lequel l'autorité de la concurrence britannique est en train d'analyser le dossier. Ce rachat le montant de ce rachat est évalué à plus de 70 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière d'Airbus en 2021, ce qui nous donne une idée de la puissance de ces secteurs économiques. On pourra aussi parler de la situation capitalistique d'Ubisoft, qui a fait l'objet d'une série d'articles ces dernières semaines. Notre pays dispose d'atouts reconnus avec des éditeurs réputés dans le monde entier et des écoles qui forment parmi les meilleurs spécialistes. Le jeu vidéo bénéficie d'un soutien public via le crédit d'impôt. Jeux vidéo pour près de 70 millions d'euros, régulièrement attaqués par les commissions des finances, mais jamais évalués de manière précise. Telles sont quelques-unes des questions que nous souhaiterions aborder avec vous. Je propose à chacune de vos organisations de prendre la parole pour environ 10 minutes dans un propos liminaire, et ensuite nous vous poserons des questions. Ce sera notre rapporteur Julien Bargeton qui commencera, et après, bien sûr, chacun et chacune d'entre vous pourra intervenir. Et enfin, je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui commence. Madame la Présidente, peut-être. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir. Je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Julie Chalmette, je suis la présidente du CEL, mais je suis également la directrice générale de Bethesda France, qui a aussi fait l'objet d'un rachat par Microsoft pour la somme modique de 7 milliards de dollars. Donc, on a été un peu, effectivement... cette somme, qui était une somme record, a ensuite été un peu occultée par ce rachat massif d'Activision Blizzard. Donc,
On est effectivement le témoin de rapprochement et de concentration au sein de notre industrie. Bethesda France est un éditeur qui s'est implanté en France il y a plus de 10 ans. On détient également un studio en France qui s'appelle Arcane, qui a produit des jeux très reconnus par la communauté des joueurs. Par ailleurs, je suis également la cofondatrice de Women in Games, qui est une association qui œuvre pour doubler le nombre de femmes dans notre industrie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, de la place des femmes dans cette industrie. Voilà. Et pour vous présenter rapidement le CEL, donc le CEL regroupe les éditeurs de jeux vidéo. Nous avons tous les grands éditeurs autour de la table, les constructeurs également, les constructeurs de consoles, Nintendo, Sony et Microsoft. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, l'industrie est en croissance, fait une croissance remarquable. Aujourd'hui, l'industrie représente 5,6 milliards d'euros en France. On a connu des années de croissance à 2 chiffres quasiment depuis 6 ans. L'année dernière, on a eu un léger tassement, mais on est dans une industrie qui est extrêmement cyclique, qui est portée aussi par le rythme des sorties de consoles, des nouvelles consoles de jeux vidéo. Donc, on a bon espoir de renouer sur une croissance à 2 chiffres dans les années qui viennent. Au-delà des chiffres qui sont toujours importants, effectivement, qui nous situent comme la première industrie culturelle en France, je pense qu'il est surtout important de rappeler la place que le jeu vidéo occupe dans le cœur des Français et dans leurs occupations. Vous l'avez dit, effectivement, presque tous les Français jouent. 73% des Français jouent occasionnellement, 53% jouent régulièrement. Et ce que je trouve remarquable, effectivement, vous devez l'avoir constaté auprès de vos jeunes générations, tous les jeunes jouent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on observe que les seniors aussi sont devenus joueurs. On a ce chiffre un peu que j'aime bien rappeler, que plus de 50% des plus de 55 ans sont joueurs. Donc c'est un chiffre qui est toujours un peu étonnant. Mais c'est dû à la fois au fait que la population des joueurs a vieilli. Bien évidemment, on est dans une industrie qui désormais, les premiers jeux vidéo sont sortis il y a 50 ans. Mais également, on observe que les catégories plus seniors sont arrivées récemment par le jeu vidéo, notamment par la voie des jeux mobiles. Et puis aussi, un autre fait à rappeler qui est important, c'est que les femmes sont joueuses. Elles représentent la moitié de la population des joueurs. Si, je vois des gens qui vous êtes joueuse, très certainement. Et y a... Allez, laissez parler Madame Chalmette. Donc les joueuses représentent la moitié de la population des joueurs. Donc ça aussi, c'est un fait très intéressant. Et c'est aussi évidemment ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour féminiser cette industrie et que les femmes soient plus massivement présentes dans la production. Voilà pour les grands chiffres du CEL. Je vais passer la parole à Julien, peut-être qui représente plus la partie justement des studios et du développement. Merci beaucoup Julie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président pour votre invitation à intervenir ce matin devant votre commission et merci à vous toutes et tous d'être présents. C'est important pour nous de vous dire qui nous sommes et ce que nous représentons parce que souvent le jeu vidéo est méconnu, voire méprisé par un certain nombre de on va dire d'idées reçues qui lui collent à la peau. On va essayer ce matin, peut-être ensemble, de vous donner une image la plus réaliste possible de ce que nous représentons. Julie Chalmette et Nicolas Vignol évoqueront sans doute un peu plus dans le détail l'ensemble des sujets qui tiennent au marché, à la consommation, à l'univers des joueuses et des joueurs. Quant à moi, en tant que représentant donc, du syndicat national du jeu vidéo, qui représente les entreprises de conception et de production de jeux vidéo en France, je vais essayer de m'efforcer de vous faire découvrir l'envers du décor, l'envers du miroir, et de vous faire comprendre comment se conçoivent les jeux vidéo en France, et vous expliquer un petit peu quelle est cette longue histoire et ce long héritage que nous avons dans cette industrie à la fois culturelle mais aussi numérique. C'est ce qui fait son double ADN et sans doute parfois la difficulté que l'on a à appréhender cet objet culturel parfois non identifié. Le jeu vidéo en France, d'abord c'est une histoire d'une 50aine d'années avec des créatrices et des créateurs de renom
qui ont inventé, je ne sais pas si vous le savez, mais certains genres de jeux, comme on peut avoir dans le cinéma, dans la littérature, des genres qui sont issus de grands écrivains ou de grands cinéastes français. Nous avons eu également la même chose dans le jeu vidéo. Ces genres qui aujourd'hui sont réputés à travers le monde. On a eu également sur ces 50 ans de très grandes licences, de très grandes propriétés intellectuelles réalisées par des entreprises françaises et qui rayonnent à travers le monde. C'est probablement une des particularités que vous devrez retenir ce matin de ce qui caractérise notre industrie, c'est que le jeu vidéo français rayonne à travers le monde. Aujourd'hui, plus de 95% de ce que nous produisons en France est consommé, distribué, joué partout sur la planète. Il est inenvisageable pour nos développeurs et nos créatrices et créateurs de concevoir des jeux vidéo uniquement pour le marché français. Ça, c'est déjà un point qui est très important. Nous sommes donc au rang des nations qui sont capables d'adresser le monde avec nos références culturelles européennes et françaises, et donc d'apporter aussi quelque chose de différent en matière culturelle à celles et ceux qui jouent. On n'est pas forcément dans le formatage à l'américaine comme on pourrait l'imaginer, qui peut parfois avoir tendance à se refléter dans les séries, dans certains films ou dans certains même livres qui sont aujourd'hui distribués dans notre pays. L'avantage de ce jeu vidéo, c'est qu'il est capable aussi de diffuser une vision et une façon de percevoir la culture qui est différente. Nous avons 1300 entreprises aujourd'hui en France qui conçoivent des jeux vidéo, directement ou indirectement. Parmi ces 1300 entreprises, plus de la moitié sont des créateurs de jeux vidéo. Ce sont des sociétés dont le seul métier est de réaliser des jeux vidéo avec des équipes de production qui sont extrêmement diverses. Des ingénieurs, évidemment, des artistes, mais aussi tout un ensemble de métiers qui vont aller jusqu'à l'analyse de données pour être capables d'interagir avec leur communauté de joueurs. On l'évoquera sans doute tout à l'heure, le jeu, la façon de jouer a évolué et ce sont des métiers qui sont venus dans nos équipes. Aujourd'hui, plus de 55 métiers sont à l'œuvre au quotidien dans l'ensemble de ces entreprises. Et ces 54 métiers évoluent régulièrement. Si on prend la référence de l'année 2018, l'avant-dernier référentiel des métiers du jeu vidéo que nous avions réalisé, nous avions une quinzaine de métiers en moins. Parmi dans ces entreprises, nous avons aujourd'hui à peu près 18 000 emplois qui sont des emplois à plus de 80% en contrat à durée indéterminée. Ce sont des emplois durables, des emplois qualifiés et des emplois qui sont établis en France. C'est très important car au cœur de nos entreprises, nous avons les talents. Les talents, ce sont celles et ceux qui créent, ce sont celles et ceux qui développent les jeux vidéo et ce sont celles et ceux qui sont recherchés partout dans le monde et que nous cherchons à faire venir sur notre territoire pour réaliser les meilleures productions qui seront vendues partout sur la planète. Nous avons un enjeu extrêmement important de faire venir ces talents, mais aussi de les garder dans nos équipes, car la compétition est mondiale. Vous évoquiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, le dispositif du crédit d'impôt jeux vidéo. Si nous n'avions pas le crédit d'impôt jeux vidéo, nous ne serions pas ici aujourd'hui en train de vous parler de cette industrie, et elle aurait probablement quasiment disparu de notre territoire. Cet outil a été déterminant pour faire de la France un des leaders de la création de jeux vidéo. Il reste des choses à accomplir, on aura l'occasion d'en parler, mais on est déjà aujourd'hui à un niveau d'attractivité et de rayonnement international qui sont extrêmement importants. Dans ce contexte-là, évidemment, un certain nombre de sujets doivent être abordés. Évidemment, la question du développement de ces entreprises et de leur capacité à créer les meilleures productions internationales. Pourquoi est-ce qu'un éditeur international viendrait, au hasard, Microsoft, choisir une société bordelaise pour réaliser l'un des plus grands jeux de simulation au monde, Flight Simulator? Tout simplement parce que c'est la meilleure équipe à ce moment-là au monde pour réaliser ce jeu et parce qu'elle dispose des meilleurs talents. Donc nous avons besoin évidemment d'avoir de très bonnes formations pour pouvoir mettre sur le marché des talents qui seront ensuite employés dans nos équipes, mais nous avons aussi besoin de faire venir des talents de partout dans le monde parce que ces talents sont divers, ils sont multiples et ils ont une façon d'envisager aussi la création de jeux vidéo qui est extrêmement différente. Donc cet outil de crédit d'impôt jeux vidéo permet aussi de jouer ce rôle d'attractivité et de faire venir, dans une compétition mondiale, les meilleures productions dans nos équipes. Peut-être un tout petit complément. Force du marché de consommation français, le 3e en Europe, une pénétration de la population française absolument hallucinante et sans doute pas au niveau de l'appréhension par les pouvoirs publics de ce qu'il est dans la société. Je répète les chiffres, 73% des Français jouent, 58% régulièrement.
Et quand on descend en âge, évidemment, c'est des chiffres encore plus impressionnants. Donc on parle d'un média, on parle d'un loisir numérique qui aujourd'hui, par exemple, pour la génération post-2007, est de très loin le premier média de cette génération. C'est-à-dire loin devant, y compris la consommation de vidéos délinéarisée, type Netflix ou Amazon. On est dans la déclaration même spontanée, dans tous les sondages qu'on peut faire, le jeu vidéo est 10 points devant ce genre de consommation de biens culturels. Et pour autant, on est sur une génération qui, plus elle consomme de jeux vidéo, et je le dis tout de suite, plus elle a d'activités culturelles par ailleurs. On monitore chaque année, on a une étude qui s'appelle l'essentiel du jeu vidéo. Et en fait, de manière assez contre-intuitive, plus vous faites du jeu vidéo, plus vous vous intéressez aux autres types de cultures. Donc, peut-être qu'on y reviendra aussi dans la discussion, le jeu vidéo est une ouverture sur les autres cultures, est une ouverture à d'autres mondes. Le monde de l'animation, le monde du cinéma, etc., de plus en plus. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très rapide, on parle de la concentration, on y reviendra, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est le contexte économique dans lequel on est, des très grands groupes qui s'intéressent aux jeux vidéo. J'attire votre attention sur une dimension qu'on ne souligne pas assez dans cet enjeu de concentration des entreprises du jeu vidéo. C'est que le jeu vidéo est devenu un actif culturel stratégique. C'est un élément de la souveraineté numérique européenne, à tel point que le Parlement européen, il y a quelques jours, vient de produire un rapport, le premier rapport non législatif voté par la Commission culture du Parlement européen, qui fixe des perspectives extrêmement ambitieuses pour l'Union européenne en termes d'investissement dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de ce rapport, il y a le jeu vidéo. On ne peut pas perdre la bataille du jeu vidéo. Parce que derrière, ce n'est pas seulement de la création française ou européenne, c'est tout un imaginaire qu'on emporte, comme dans le cinéma, et c'est aussi des ruptures technologiques qu'il ne faut pas rater. Quand on parle métaverse, quand on parle réalité immersive, c'est le jeu vidéo qui les crée. Ce n'est pas d'autres industries, en partie aussi d'autres industries, mais en tout cas, l'innovation de rupture technologique, elle a toujours été depuis 50 ans à l'initiative du jeu vidéo. On pourra y revenir, mais il y a des exemples très concrets. La réalité immersive avec les casques, Oculus, etc., ça date de très longtemps. Les premiers métaverses, c'est 2003-2004 dans le jeu vidéo. Donc, quand on parle de ces ruptures technologiques, souvent, et Julien le disait, peut-être que nous, c'est un défaut d'explication qu'on a eu ces dernières années, mais je pense que le jeu vidéo doit être regardé maintenant à l'aune d'une industrie à la fois mature, au sens, il concerne énormément de monde, très stable en termes de ce qu'elle génère pour les ressources de l'État. Hein, c'est plus d'1 milliard de TVA chaque année, ce que je rappelle régulièrement à Bercy. Voilà. Et c'est une industrie, je finis là-dessus, c'est de l'emploi. Il y a une bataille pour l'emploi dans le jeu vidéo, avec une place à prendre pour le jeu vidéo français qui peut être accrue dans les 5 ans qui viennent si on nous en donne la capacité. Et de l'emploi non délocalisable, partout sur les territoires français. 80% des embauches l'année dernière l'ont été en CDI dans le jeu vidéo. Donc voilà, ça c'est un topo global pour vous dire que, en tout cas, nous, ce qui nous réunit, c'est une vraie ambition aussi tournée vers comment on fait croître le territoire France, la destination France en termes de jeux vidéo et comment on attire les grandes entreprises, mais aussi les petits studios. Merci pour cette introduction qui déjà nous dresse un panorama très complet de votre secteur, avec, je n'en doute pas, une série de questionnements derrière. On va commencer par celle de Julien Bargeton, qui est rapporteur des crédits budgétaires pour le jeu vidéo, entre autres. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, merci, Messieurs, pour cette présentation très éclairante et qui a le mérite, en effet, de démonter un certain nombre d'idées reçues qui courent sur le jeu vidéo. Vous avez raison, je crois, de rappeler d'abord et avant tout l'importance de l'enjeu économique et stratégique que représente le jeu vidéo en France. C'est un domaine de l'excellence française qui est moins connu peut-être que d'autres, moins rappelé, mais c'est effectivement extrêmement important de le montrer. Donc c'est la première série de questions. Je vais essayer d'être bref pour laisser la place à tout le monde. Peut-être que ces questions d'ailleurs seront reprises et complétées. La première question, c'est comment faire pour renforcer cet atout. Vous en avez parlé, mais notamment quels sont les moyens pour développer cet écosystème national, notamment en termes d'écoles de formation, par exemple, mais pas seulement, ou effectivement de ce que vous attendriez des pouvoirs publics pour encore davantage renforcer votre réussite économique. Ça, c'est la première série de questions. La deuxième série de questions, évidemment, c'est l'inquiétude liée aux concentrations. Vous l'avez évoqué notamment avec le rachat pour près de 70 milliards de dollars du studio Bethesda par Microsoft. Il y a des problèmes liés à cette concentration, notamment peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur l'exclusivité de l'accès au jeu le plus populaire du monde, qui est Call of Duty, et qui peut aussi poser un certain nombre de
de difficultés, mais également effectivement sur, le président en a parlé, donc je n'insiste pas, les loot box, ce type de pratique qui se développe. Enfin, troisième série de questions, là c'est plutôt sur évidemment des sujets de contrôle et des sujets d'évolution, à la fois en positif et en négatif. Quelles sont, d'après vous, les conséquences de nouvelles pratiques comme la réalité virtuelle qui est relancée par Sony avec son nouveau casque, et en contrepartie, quelles sont vos appréciations sur des pratiques qui sont considérées parfois comme toxiques dans le monde du jeu vidéo? Je ne fais pas tellement référence à la violence de certains titres, etc., même si vous pourrez nous en dire un mot, il y aura sans doute des questions. Le système PEGI a été mis en place pour informer les acheteurs. Y a-t-il encore des évolutions à y apporter? Et puis également le management des salariés, des frais parfois lacroniques sur les périodes de bouclage qui sont longues et épuisantes pour certains jeux, et également des cas de harcèlement, de sexisme qui ont pu être révélés dans le monde du jeu vidéo. Quelles sont, d'après vous, les modifications, les apports, les évolutions que doivent accepter les acteurs du secteur pour transformer certaines pratiques? Donc c'est à la fois une série de questions qui vous demanderaient comment on peut améliorer votre place dans l'industrie française, et en même temps comment renforcer et de quelle façon renforcer un certain nombre de régulations qui existent déjà, mais qui mériteraient peut-être d'être complétées. Merci beaucoup. Et répondre à cette première série de questions, il y a d'autres intervenants qui vous interrogeront par la suite. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être sur la première question, qui est celle de la reconnaissance et comment renforcer nos atouts. Vous avez bien identifié le fait qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement une industrie d'excellence, mais ce qui colle malheureusement à notre peau, c'est le déficit de reconnaissance de cette excellence. Alors, les joueurs et les joueuses ne s'y sont pas trompés, car les jeux vidéo français sont réputés mondialement, et les succès commerciaux de nos productions sont vraiment à la hauteur d'autres succès internationaux. Savez-vous par exemple que l'éditeur de jeux vidéo mobile le plus téléchargé au monde est un éditeur de jeux vidéo français qui est au Louvre, qui s'appelle Voodoo? C'est un exemple parmi d'autres, mais ça révèle à quel point il y a effectivement cette méconnaissance. Donc je pense que le premier axe de développement, c'est celui de la considération que l'on porte à notre secteur, la considération et la reconnaissance, à la fois d'un point de vue, je dirais, politique, mais aussi médiatique. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les médias, le jeu vidéo est souvent la cause de tous les maux de notre société. Et je suis d'ailleurs étonné que de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des stations-service, on ne vienne pas dire que c'est la faute du jeu vidéo. Mais je fais volontairement ce trait d'humour pour vous montrer à quel point parfois les choses peuvent être un petit peu exagérées, voire même ridicules. Donc je pense que cette considération, elle est importante. Nous avons un travail, nous, de lisibilité, de transparence, et d'accompagner finalement celles et ceux qui ne connaissent pas nos industries et nos équipes, pour vous montrer comment se conçoit le jeu vidéo, et celles et ceux qui sont dans nos équipes. Ce sont des jeunes talents qui viennent d'écoles de formation, qui sont formés en France, qui sont effectivement des étudiants et des étudiantes qui vont suivre un parcours de formation classique, soit artistique, soit en management, soit effectivement dans les métiers technologiques, et qui vont ensuite arriver sur le marché du travail, enfin sur une formation supérieure, spécifiquement dans nos métiers. Car la particularité de nos métiers, c'est d'être extrêmement segmentés dans les compétences qui vont être requises pour aboutir ensuite dans une équipe de production. Donc on a un enjeu, c'est probablement le deuxième enjeu, c'est celui de la formation. On a aujourd'hui une cinquantaine de formations sur notre territoire. Ces formations, pour la plupart d'entre elles, sont des formations privées. Donc effectivement difficilement accessibles pour l'ensemble des Françaises et des Français qui souhaiteraient rentrer dans notre industrie. Donc nous avons un enjeu à rendre ces formations plus diverses, plus inclusives, plus accessibles, et donc de travailler aussi sur un développement de la formation publique. Nous entreprenons en ce moment avec le CEL de travailler auprès des universités françaises pour essayer de voir dans quelle mesure certaines d'entre elles pourraient rajouter dans leur cursus de formation des unités de valeur sur les métiers, les compétences qui sont requises dans notre industrie.
Donc je pense que cet axe de la formation, il est très important également à travailler et nous nous y employons et nous aurons besoin effectivement du concours des ministères compétents sur le sujet pour y parvenir. Et puis peut-être le dernier point, je ne veux pas être trop long sur cette première question, le dernier point c'est celui de l'investissement. Et elle rejoint votre dernière question sur, on va dire, les phénomènes d'agrégation et de renforcement aujourd'hui des entreprises par des capitaux étrangers. Produire un jeu vidéo aujourd'hui, pour les plus grosses productions internationales, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Cela dépasse largement le budget d'une grosse production hollywoodienne en matière de cinéma. Pour ce faire, l'ensemble des investissements sont réalisés avant même que le jeu sorte. Ce qui veut dire que vous devez avoir la capacité à investir la totalité de votre budget avant même d'avoir l'espérance du moindre centime de gain. Cet investissement, il permet d'employer évidemment des salariés, parfois plusieurs milliers, sur une production sur des durées relativement longues, parfois plusieurs années. On compte aujourd'hui entre 5 à 7 ans pour faire aboutir sur le marché une très grosse production internationale. Nous avons donc un enjeu d'irriguer nos entreprises avec des capitaux qui permettent de financer cette production. Donc ces capitaux, soit effectivement ils viennent d'autres entreprises du secteur, c'est le rôle des éditeurs, c'est le rôle des distributeurs qui vont venir financer la production, c'est ce qui existait historiquement dans notre industrie, mais aujourd'hui on a aussi de nombreux acteurs périphériques qui vont venir s'intéresser effectivement à notre secteur d'activité, car, comme le rappelait Nicolas Vignol, c'est un secteur qui aujourd'hui est au centre de l'ensemble de la consommation culturelle qui peut exister de la part des personnes qui vont jouer aux jeux vidéo. Donc on a cet enjeu de réussir à capter des investissements qui sont de bons investissements pour nous permettre non seulement de garder notre capacité créative et notre indépendance créative, ça c'est absolument indispensable, garder nos talents en France, et continuer à pouvoir les employer durablement parce qu'on sait quelle est leur valeur, et puis également être capable de produire ces meilleures productions. Aujourd'hui, on peut constater que des efforts ont été faits, les investissements de la BPI, le fonds qui a été monté avec l'IFSIC il y a quelques années et qui a produit ses effets, le crédit d'impôt jeux vidéo évidemment qui est un élément déterminant, mais certains investisseurs privés ou industriels s'intéressent aux jeux vidéo, mais on a besoin aujourd'hui d'avoir la capacité à avoir des montants d'investissement encore plus importants. Aujourd'hui, seuls les investisseurs étrangers sont capables de mettre plusieurs centaines de millions d'euros dans les entreprises du jeu vidéo. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut réagir de notre côté, en France, avec des investissements qui sont des investissements venant de nos industriels français ou d'investisseurs dont c'est le métier, pour venir irriguer finalement la production de jeux vidéo en France. Voilà pour répondre rapidement à cette première question. Peut-être pour répondre au sénateur Bargeton de manière assez concise, finalement, si on avait 4 demandes à formuler pour faire de la France le leader en Europe du jeu vidéo à 5 ans, on aurait 4 leviers sur lesquels s'activer, et peut-être avec le concours du Parlement. Un, on a développé en France, on a su quand même le faire, développer nos startups avec le programme French Tech. Pourquoi ne pas réfléchir pour le jeu vidéo à quelque chose d'au moins aussi ambitieux, puisqu'on sait que la croissance de cette industrie dans le monde est à 2 chiffres, que des pays sont en train massivement d'investir sur ce secteur, et pas à l'autre bout du monde. Parfois, l'Allemagne est en train d'investir 100 millions d'euros dans un plan dédié il y a 2 ans. Tout le monde est en train d'accélérer, puisqu'il a bien compris que c'était à la fois une forte demande de consommation domestique, mais aussi mondiale, et qu'en Europe, on a des atouts formidables. Pourquoi ne pas faire une stratégie un petit peu à l'égal de la French Tech pour nous donner, on est inséré dans la French Tech, mais insuffisamment aujourd'hui. Pourquoi ne pas nous donner les leviers dont bénéficie aussi cet écosystème et finalement, les chiffres sont assez comparables quand on regarde le chiffre d'affaires de 5,6 milliards. Premier point, donc un développement tech économique. Appréhender le jeu vidéo comme un enjeu tech et économique. Pas seulement, et je le dis devant la commission de culture, évidemment on est une industrie créative et culturelle, mais on est aussi on a une dimension tech et stratégique de ce point de vue-là, j'y reviens pas. Donc peut-être mieux nous insérer là-dedans. Faire de la France le pays le plus attractif, c'est pérenniser, donner de la stabilité, j'y reviens pas, Julien Villeux l'a dit, le CIJV, c'est pas une niche fiscale, je suis un peu provocateur, c'est pas une niche fiscale. C'est un levier pour des productions françaises, la capacité à produire du jeu vidéo en France et avec une vision européenne et française qu'on exporte dans le monde entier.
Donc, le crédit d'impôt jeux vidéo, et nous, on appelle de nos voeux, Monsieur le Président, l'objectivation que vous appelez aussi de vos voeux. Nous, on appelle depuis longtemps un rapport qui permette d'établir que ce crédit d'impôt a permis de passer à 1300 entreprises en France, a permis de passer de 3000 emplois en 2010 à près de 20 000 aujourd'hui. Voilà, nous, on veut cette objectivation, mais on attend de l'administration ou du Parlement qu'il conduise ce travail. On sera à ses côtés, il n'y a pas de souci, on est assez confiant là-dessus. Mais le crédit d'impôt est un levier d'emploi et de création de richesse. Ensuite, le 3, c'est le plan France 2030. On mise beaucoup sur ce plan, on a besoin... Voilà, on s'est investi dedans, le SNJV fait un très gros travail pour que les studios y aient accès, mais vraiment ouvrir grand le plan France 2030 aux jeux vidéo, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et initialement, juste une petite insiste, quand on dit manque de considération, le plan France 2030, et maintenant c'est plus ou moins rétabli, mais quand on l'a lancé, pas un mot pour le jeu vidéo. Pas un mot pour le jeu vidéo. Bon, on le lance pour le cinéma, on entend bien, on le lance pour toutes les industries créatives, pas un mot pour le jeu vidéo. Dans le monde entier, c'est l'industrie culturelle numéro 1. En France, c'est le bien culturel le plus consommé par les Français, sauf quand il y a une BD d'Astérix qui sort. Petit clin d'œil, mais voilà, pas un mot pour le jeu vidéo. Donc c'est ça, ce manque de considération, c'est aussi ça. Quand on lance un plan pour toutes les ICC, parlons du jeu vidéo aussi. Et enfin, quatrièmement, la formation. J'y reviens pas parce que ça a été très bien développé, mais nous, on est très, très à vos côtés et aux côtés du gouvernement qui est très sensible pour développer des formations publiques accessibles, des 3e cycles, pour former au métier du game design, level designer. Il y a des nouveaux métiers sans cesse dans cette industrie. Il faut former plus en France pour garder nos talents. Voilà, c'est les 4 leviers finalement assez classiques, mais qui nous permettraient vraiment en 5 ans de connaître un vrai essor. Merci. Je vais vous donner la parole successivement. Donc Céline Boulay-Espéronnier, Thomas Dossu, Annick Billon, Michel Savin, David Assouline, Jean-Raymond Hugonnet, Marie-Pierre Monnier et Sonia de la Provoté. Céline. Merci Monsieur le Président et merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde pour effectivement cette première industrie culturelle en France qui est si méconnue. Et moi j'aurais aimé savoir comment vous pouviez faire pour vous faire mieux connaître. Alors évidemment l'organisation de cette table ronde va aider, je n'en doute pas, et dans les territoires chacun pourra porter la parole du jeu vidéo en France. J'avais plusieurs questions, dont 2 auxquelles vous avez répondu. La première concernait la formation. Vous avez dit qu'il y avait une cinquantaine de formations sur le territoire, parce que je déplorais, moi, avant de vous entendre, le fait qu'il n'y ait qu'une école, je crois, de formation qui était à Angoulême. Mais donc vous m'avez rassuré sur ce point. La deuxième question concernait les perspectives de croissance. Donc j'ai bien compris votre volonté de devenir leader en Europe à 5 ans, mais j'aurais aimé que vous développiez un petit peu plus ce qui serait, selon vous, des perspectives de croissance, et notamment dans le secteur de la production, avec une production qui serait féminisée, enfin, etc. Si vous pouviez développer un peu plus. Et 2 questions peut-être un peu plus précises. La première sur ce qu'on appelle le système du free-to-play, et notamment les freemium, qui sont ces jeux gratuits aux améliorations payantes. Est-ce qu'elle ne pose pas une petite difficulté à la jeunesse d'aujourd'hui, dans la mesure où elle créerait une espèce d'addiction financière qui serait peut-être dommageable? Et ça serait à mettre au débit du secteur du jeu vidéo, peut-être. Et quatrièmement, j'aurais aimé que vous développiez la relation entre jeux vidéo et consommation culturelle, ne serait-ce que pour rassurer un certain nombre de parents qui pourraient penser que le jeu vidéo, loin d'être la première industrie culturelle, pourrait favoriser chez les jeunes un phénomène d'addiction qui irait à l'encontre justement de cette ouverture aux autres cultures. Je vous remercie. On va prendre toutes les questions, si vous voulez bien. Ensuite, Thomas Dossu. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette présentation. Et beaucoup de questions ont été posées sur les leviers pour développer cette industrie si importante. Moi, j'aurais quand même... vous avez parlé d'une industrie mature, qui est à la fois créative et industrielle. C'est une industrie qui fait rêver beaucoup de jeunes qui veulent se lancer aussi dans le développement. C'est une industrie passion. Mais on a vu il y a quelques années quelques enquêtes journalistiques sur les coulisses un peu de cette industrie culturelle, et qui ont montré un décor un peu moins mature que vous le présentez, notamment dans la période où, juste avant la sortie du jeu, ce qu'on appelle le crunch, où là, les heures supplémentaires ne se comptent plus et les salariés sont pressurisés. En 2018, il y a un salarié de l'industrie qui avait une formule certainement caricaturale et lapidaire, mais qui disait que pour bosser dans le jeu vidéo, il faut être trentenaire, en bonne santé et célibataire.
Et dès qu'on avance un peu en âge et avec une vie familiale, ça devient plus compliqué. Alors, c'est une enquête qui date de 4 ans. Peut-être que les pratiques ont évolué. Peut-être qu'il y a eu des chartes ou des mesures qui ont été prises. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis, ce qu'on a appris l'année dernière dans une enquête de l'IB, c'était que dans les écoles de formation, cette culture était encore présente, même si elle était contredite officiellement dans la façon dont ils envisageaient les projets de fin d'études ou les projets en général. Il y avait encore cette culture des semaines de 80 heures pour développer un projet, etc., parce que ça faisait partie de ce qui pouvait être valorisé. Donc je voulais savoir si aussi dans la formation, on ne pouvait pas peut-être combattre ou même limiter un peu cette culture de la pression sur les différents développeurs. Et puis ça a été évoqué par mon collègue Bargeton, mais il y a aussi eu des problématiques, mais comme dans tous les secteurs, industrie ou même organisation, hein, des révélations sur les violences sexistes et sexuelles dans cette industrie-là. Je veux savoir s'il y a eu des mesures qui avaient été prises, et notamment parce que parfois c'était aussi, vous l'avez dit, il faut garder les talents, il faut garder des personnalités parfois très fortes dans les studios, et parfois c'est en voulant garder et en les protégeant qu'on a évincé ou mis sous cloche certaines problématiques de violences sexistes et sexuelles dans cette industrie. Donc je voulais savoir si aussi là-dessus ça avait évolué. Je vous remercie. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, pour cet exposé et ces premières réponses. Cette activité de jeux vidéo qui, pour ma part, est assez inconnue puisque j'ai jamais joué aux jeux vidéo en réalité. Donc, je l'avoue humblement. Je voudrais plusieurs questions, mais je pense que je ne suis pas la seule autour de la table. Donc, plusieurs questions sur les périodes de confinement, tout d'abord. Sur les périodes de confinement, tout d'abord, quelles ont été les conséquences en termes de consommation et en termes de demande par rapport à ces périodes de confinement, puisque j'imagine que la demande a été peut-être plus importante et votre activité s'est-elle développée à ce moment-là? Sur la création, je vais rejoindre les questions de notre collègue dessus à l'instant. Quelles limites vous imposez-vous en termes de création, à la fois par rapport à des violences sexuelles sexistes, par rapport à la violence en général, et par rapport à des stéréotypes qui pourraient être véhiculés dans cette création, puisque avec des collègues, je préside la délégation aux droits des femmes, et avec notamment Alexandra qui est face à moi, nous avons rendu un rapport sur l'industrie de la pornographie il y a quelques jours. Donc certains nous disaient, on répond à la demande, on fait de la création en fonction de la demande, donc jusqu'où répondez-vous au niveau des jeux vidéo à la demande? Et sur un troisième volet pour des questions sur l'idée peut-être un peu stéréotypée qu'on pourrait avoir de la consommation de jeux vidéo et aussi de la répartition hommes-femmes qui travaillent dans ce secteur. Pouvez-vous nous dire, est-ce que vous avez des statistiques sur la consommation et sur le public, puisque c'est un secteur en pleine expansion, et comme souvent dans la technologie, les secteurs en pleine expansion, plus souvent on retrouve des garçons au niveau de l'orientation et des études. Donc, merci pour ces réponses. Ça va. Merci, Président. Madame et Messieurs, vous nous avez donc présenté aujourd'hui la situation de l'économie et de l'industrie du jeu vidéo. Vous avez, monsieur, répondu à une première question en ciblant les 4 leviers qui seraient nécessaires pour poursuivre et encourager et développer cette activité. Est-ce que, comment voyez-vous son évolution, et est-ce que des aménagements législatifs ou réglementaires doivent-ils être réalisés pour lever ces leviers, hein? Donc, vous l'avez un peu évoqué, mais peut-être préciser les choses. Deuxième question qui rebondit un peu ce que vient de dire Annick Billon, c'est faut-il, à vos yeux, encadrer ou pas, hein, ou réguler cette nouvelle activité sans pour autant menacer sa viabilité? Et puis, je voudrais un troisième sujet qui a fait déjà débat au Sénat il y a quelques mois lors du débat sur l'examen de la loi sport, où le Sénat a adopté la mise en place d'un contrôle d'honorabilité pour les encadrants de e-sport, comme pour le milieu sportif. Je voulais savoir comment se déroule sa mise en place et quel est votre avis sur ce dispositif. David Assouline. Merci pour vos exposés. Je pense que ce que vous nous dévoilez, ce sur quoi vous insistez, c'est que d'abord, ce sont
c'est une industrie culturelle absolument majeure, il faut l'acter. Et c'est vrai que certains n'ont pas considéré ou apprécié cela. Deuxième chose, que une grande partie de la jeunesse, si ce n'est sa quasi-totalité, consomme ces jeux. Et troisièmement, qu'il y a une réelle créativité culturelle et une excellence française reconnue dans le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aborder, et la France, parce que vous avez dit la France n'en parle pas trop. Bon, oui et non, parce que le crédit d'impôt, c'est une aide d'État, et vous avez dit que c'est nodal, et ça a été central dans le développement de cette industrie, et sans cela, il n'y aurait pas eu grand-chose. Et le crédit d'impôt, c'est forcément l'État qui donne, même si on pense que c'est parce qu'elle ne prend pas. Mais sur le fond, je pense qu'il y a des problématiques qu'on a besoin de discuter. Derrière le jeu, ce sont les principales communautés, ce sont les principaux réseaux sociaux de la jeunesse. Et ça, c'est très peu apprécié. C'est-à-dire que quand on se met en communauté, on dialogue. Et des messages passent. Et y compris aujourd'hui, les stratégies de communication, y compris politiques pour certains, sont avant tout axées et pensées pour pénétrer ces communautés-là, voire même les créer. Et nous, on croit que ça se passe sur Twitter et tout. Enfin, pour la jeunesse, pas du tout. C'est d'abord dans les communautés du jeu vidéo. D'ailleurs, ceux qui l'ont apprécié pour ce qui est de leur domaine, hein, mais bon, les services, par exemple, savent qu'il faut énormément être présent là si on veut pouvoir aussi surveiller un certain nombre de choses en termes de crimes ou en termes de terrorisme. Mais moi, je ne suis pas dans cette sphère, je suis dans la sphère de ce qui circule du point de vue des idées, de l'idéologie, du formatage. Et quand il s'agit de jeunes, 10, 14 ans, quand même, ça nous intéresse. Et donc, toutes les problématiques que nous abordons sur les réseaux sociaux, l'éducation, toute l'éducation aux médias que l'on doit promouvoir, là, il y a quelque chose de fondamental à voir. Alors, c'est de la régulation, c'est du regard, c'est de la formation. Je ne suis pas pour uniquement voir ça comme un truc où il faut chercher à limiter, réprimer, etc. Mais il ne faut pas non plus faire comme si ça n'existe pas. Et puis, je veux juste vous poser une question, parce que là, il y a quelque chose de très important, c'est effectivement le type de valeurs qui peuvent être véhiculées dans deux domaines essentiels. La considération des femmes, la dignité des femmes, et la violence. Et ça va avec, parce que la culture violente est souvent assez machiste. Je suis étonné quand moi je consomme à mon âge que quelques jeux de cartes et je vois qu'il y a des pubs. Et ces pubs, je me demande comment ça peut même être autorisé plus d'une demi-heure. Parce que des fois, il peut y avoir une surprise, mais ensuite c'est régulé. Mais des pubs d'une violence, d'une dépradation de l'image des femmes incroyable, incroyable. Je ne sais pas comment on peut continuer à faire. Il y aurait une telle image sur n'importe quel média ou réseau social, il y aurait tout de suite une réaction. Donc, voilà, je veux vous poser aussi les questions, et je suis vraiment quelqu'un qui a plutôt aidé, y compris dans les législations, à faire que cette industrie soit considérée, et j'en apprécie absolument le côté créatif et pionnier, enfin pas pionnier, mais la France est forte et je veux qu'on la soutienne, mais attention à ne pas voir tout ce qu'il y a à faire dans un cadre où les parents ne sont pas là, où les professeurs ne sont pas là,
les gosses de 10 à 14 ans sont livrés à eux-mêmes dans ces réseaux et il s'y passe des choses qu'il faut réguler. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Merci, messieurs, dames. Deux remarques, une question. La première remarque, c'est dans cet environnement anxiogène que nous vivons aujourd'hui, il est heureux de commencer la journée avec des gens qui ont voilà, de l'envie, de l'ambition et qui montrent une réussite certaine de ce secteur. Merci pour cela. La deuxième remarque, c'est, vous parlez, monsieur le délégué général, d'un manque de considération. Je voudrais relativiser cela parce qu'il est certainement plus facile d'avoir un article favorable dans les médias que d'obtenir un crédit d'impôt de nos jours. Nous en parlons ici en connaissance de cause. Donc voilà. Et ça dit au passage d'ailleurs que quand il y a un petit peu moins d'impôts sur les entreprises, comme par hasard, ça fonctionne. Je pense que ça doit nous amener à réfléchir aussi sur d'autres choses. Ma question, elle est très simple. Que pensez-vous du divorce de l'année entre Electronic Arts et la FIFA, Fédération internationale de football? Et est-ce que vous pensez que la FIFA peut être ce que vous appeliez tout à l'heure un acteur périphérique, c'est-à-dire au rendez-vous de 2024 qui va gagner dans le maximum jeu entre Electronic Arts et la FIFA? Question précise. Marie-Pierre Monnier. Merci, Président. Bonjour. Tout d'abord, je vais parler de protection des mineurs face au contenu non approprié. En dehors des outils mis en place par la loi, à l'instar du système de classification PEGI, qui se fonde sur l'âge du joueur, et des mentions dans la signalétique des jeux d'éventuels comportements à risque et figurants, quels sont les leviers mis en œuvre par l'industrie pour protéger les mineurs des contenus inappropriés, y compris dans une logique de prévention? Addiction, l'OMS reconnaît depuis 2019 l'existence d'un trouble de jeux vidéo pour les joueurs et joueuses dont la pratique intensive se fait au détriment de ces activités ou de leurs activités quotidiennes. Quel est votre positionnement sur le sujet? Considérez-vous que les studios intègrent suffisamment cette problématique dans la création et surtout la promotion de leurs produits? Et puis, égalité femmes-hommes. Une enquête d'un journal a publié en 2021 a dit que les problématiques, s'est penché sur les problématiques de violences sexistes et sexuelles, culture d'école misogyne, harcèlement, agression au sein des écoles de jeux vidéo très prégnantes. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a, je crois en 2020 seulement, 22% des employés du secteur qui étaient des femmes. C'est une progression, puisque je crois qu'en 2017, c'était 15. Mais les deux sont peut-être liés. Peut-être que s'il y a plus de femmes, les jeux seront autres que ceux que l'on peut voir. Les chiffres sont vraiment têtus. C'est quand même un écart significatif. Donc, êtes-vous, à titre des syndicats, partie prenante d'initiatives visant à davantage de féminisation dans ce secteur? Pouvez-vous nous partager des exemples de bonnes pratiques sur le sujet d'écoles spécialisées dans le domaine du jeu vidéo ou d'entreprises du secteur? Merci. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. En fait, on se pose tous à peu près les mêmes questions, donc ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Donc il y a les aspects négatifs, le danger, les comportements à risque, certaines images dégradées ou violentes ou dégradées de la femme, par exemple, qu'on évoque dans ces jeux vidéo. Mais il y a aussi le côté positif, c'est que on peut avoir finalement voir dans ces jeux un rôle pédagogique ou un rôle culturel, et ce sont finalement de formidables outils de transmission de valeurs et d'éléments culturels. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'au travers du pass culture, le jeu peut être accompagné, et que donc on considère, du point de vue des instances publiques, que cela participe de l'éducation artistique et culturelle auprès des enfants et des jeunes. Et donc, moi, je voulais poser une question, c'est est-ce que, de votre point de vue à vous, il peut être mis en œuvre un vrai pacte, une vraie programmation d'intention
sur les quelques années à venir, de systématiquement, quand une création a lieu, qu'on y mette de la culture, qu'on y mette des valeurs, et que ce regard-là soit... En fait, c'est une charte éthique, mais au-delà, c'est vraiment... construire le jeu vidéo de l'avenir, surtout quand on parle de métaverse, où on voit les dangers que peuvent amener potentiellement le métaverse, construire le jeu du vidéo d'avenir comme étant un des outils des politiques publiques et de transmission de valeurs, et notamment pour la France, des valeurs républicaines. Et donc c'est un vrai sujet, parce que c'est pas tout à fait le regard qu'on porte. Et donc le corollaire de cette question, est-ce qu'il faut passer absolument par la violence, les images et les mots provocateurs ou forts pour que ça marche? Je pense que c'est non. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une lettre d'intention. Et ma deuxième question porte sur les arts ludiques, enfin ce qu'on appelle les arts ludiques en général, c'est-à-dire la bande dessinée, le film d'animation ou le jeu vidéo, où il y a des métiers communs, notamment dans le domaine du dessin. Et est-ce que dans votre organisation de filière, vous avez intégré cette dimension-là à cette filière, puisqu'on voit bien que dans ces métiers, un certain nombre passent de l'un à l'autre, de l'une à l'autre des activités, et que finalement le vivier français déborde largement le cadre du vivier du jeu vidéo. Et donc, même en matière de filière de formation, je pense que c'est une dimension peut-être qu'il faut jouer. Il faut jouer collectif, d'ailleurs ce qu'a fait Angoulême, hein. Quelque part, il faut jouer collectif, parce que finalement, notre potentiel à nous, c'est cet ensemble de professionnels et de métiers dans lesquels on excelle particulièrement. Je vous remercie. Bernard Fieller. Merci. Juste une petite question complémentaire, puisque beaucoup de choses ont été dites dans ce domaine qui est un domaine d'excellence pour notre pays, qui est aussi profitable. Je voulais savoir quels sont exactement les engagements qui sont pris et les moyens qui sont mis à disposition pour lutter. Bon, on a vu l'addiction et aussi donc les phénomènes d'obésité et de diabète qu'entraîne quand même cette addiction aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des actions particulières, des engagements qui sont pris, et de quel ordre sont-ils? Voilà, et moi je vais en ajouter une sur le plan économique. On voit bien que des grands groupes avec des moyens financiers extrêmement puissants, je pense à Tencent côté chinois, mais aussi les GAFAM sont en train d'investir de manière forte dans le jeu du vidéo, pour les raisons que vous nous avez bien expliquées, compte tenu de la croissance du secteur. Vous avez évoqué à la fois l'utilité, mais aussi la faiblesse de certains de nos outils pour nous protéger par rapport à ces prises de capitaux. Quelles sont les discussions que vous avez avec l'État sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des modèles de protection qui sont envisageables? On va vous laisser répondre à toute cette série de questions. Vous avez vu que ça allait un peu dans différentes directions, mais ça traduit aussi l'intérêt de notre commission pour votre secteur. Je ne sais pas qui commence, Madame la Présidente. J'entends dans ces séries de questions beaucoup de préoccupations aussi, et notamment de volonté de protéger la jeunesse. Je partage totalement ces préoccupations. Je pense que on est beaucoup à être parents autour de la table, et c'est des choses effectivement qui nous inquiètent. Donc, je voudrais rappeler que le secteur du jeu vidéo, effectivement, de sa propre initiative, a instauré le système PEGI depuis de nombreuses années, qui est un système en fait qui décrit le niveau de violence ou les propos à caractère sexuel ou voilà, à l'intérieur d'un jeu. Et qui permet donc de savoir par une série de pictogrammes quel sera le contenu du jeu, et met ensuite une recommandation d'âge pour pouvoir jouer à ces jeux. Donc on peut jouer à partir de 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Donc ça, c'est un système qui existe depuis longtemps. Nous, en tant que syndicat, on a énormément promu ce système. On fait des campagnes chaque année en fait, pour effectivement informer les parents sur l'existence de ce système PEGI. Et moi, je le dis souvent quand je suis interrogée sur ce sujet-là, c'est vrai que on s'intéresse à ce que nos enfants écoutent, on s'intéresse à ce qu'ils lisent.
Je vais regarder une jaquette de livres, hein. Mais on fait ça un petit peu moins pour le jeu vidéo, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, en fait, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'éduquer les enfants, mais il faut aussi beaucoup éduquer les parents. Et ça, on en a tout à fait conscience. Alors, les choses évoluent parce que les parents, de plus en plus, sont joueurs et sont bien informés. Mais néanmoins, on a encore une frange de la population qui est non joueuse, qui se sent un peu éloignée de ces médias. Et donc, on continue ces campagnes de communication chaque année. Voilà. Donc, le système PEGI est un premier pan de cette protection des mineurs. On a par ailleurs, ces dernières années, énormément communiqué sur le système de contrôle parental qui, je pense, est vraiment la clé. C'est la clé pour pouvoir à la fois instaurer des règles, hein, et les faire respecter. Donc, vous avez sur l'ensemble des consoles, hein, vous avez sur les téléphones portables, vous avez des systèmes de contrôle parentaux qui sont extrêmement bien faits et qui vont permettre de définir et d'encadrer en fait non pas seulement le temps de jeu, mais également ce à quoi on joue, ce à quoi on peut être exposé, les interactions avec la communauté, les interactions avec des personnes inconnues. On va pouvoir fixer des limites en termes de dépenses. On va pouvoir fixer effectivement, enfin interdire des jeux qui ne seraient pas, qu'on jugerait inappropriés, donc selon le système PEGI. Voilà. Donc les systèmes de contrôle parentaux existent sur toutes les consoles, ils existent sur les téléphones portables. Et nous, on continue effectivement de communiquer parce que je pense que vraiment c'est la clé à partir du moment où les parents s'en sont emparés. Et pardon. Non, c'est. Alors effectivement, il faut savoir, ils vont être plus ou moins accessibles et plus ou moins ergonomiques, mais moi j'ai un système de contrôle parental pour la Switch de mes enfants. Je définis le nombre d'heures qu'ils peuvent jouer par jour. Je définis, et la console s'arrête à partir du moment où ils ont dépassé le temps de jeu. Voilà, donc et je pense qu'en fait, il est important d'avoir ce dialogue avec les enfants, avec la jeunesse, et de savoir refléter à l'intérieur des consoles les règles qu'on a posées avec ses enfants. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Et on fait d'énormes efforts pour promouvoir les systèmes de contrôle parentaux, parce que je pense que c'est vraiment la clé. Tu veux compléter Peut-être juste pour finir sur ce chapitre-là. En fait, nous, on considère à vos côtés qu'aujourd'hui, c'est pas que les industriels ont fait le job, mais sur le hardware, désolé d'utiliser cet anglicisme, mais sur les matériaux, sur les équipements, le travail a été fait. C'est-à-dire que sur les 3 grosses consoles du marché, mais aussi, j'entendais les jeux en ligne, un jeu comme Fortnite, produit par l'éditeur Epic, qui concerne tous les gamins dans la cour d'école, vous avez une limitation du temps de jeu possible en 5 clics. Par ailleurs, les contrôles parentaux qu'on évoque, notamment sur la Nintendo Switch ou sur la PlayStation ou sur Microsoft Xbox, on parle d'une configuration en moins de 10 clics pour des parents qui veulent s'en donner la peine. J'ai moi-même 2 enfants. Il y a évidemment du contrôle parental à la maison. J'ai une application sur mon téléphone qui est gratuite. Je peux monitorer s'il allume la console. Il y a un temps de jeu journalier ou 0 certains jours. C'est 5 clics. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir les pouvoirs publics, le Parlement à nos côtés. C'est un enjeu de parentalité numérique, de résoudre la fracture numérique. En fait, ça s'insère dans le combat contre l'exclusion numérique. C'est-à-dire que les parents qui se sentent démunis, on entend parfaitement, mais comment on peut se faire l'allié des pouvoirs publics pour promouvoir ces systèmes? Nous, on fait des campagnes chaque année, comme l'a dit ma présidente. On a la Paris Games Week chaque année, qui est un énorme salon où on a un énorme stand, et d'ailleurs vous y êtes tous invités, on a un énorme stand qui s'appelle la Paris Games Week Junior, où avec 50 animateurs, on reçoit les parents, on apprend l'usage du contrôle parental, mais voilà, on est conscient, en tout cas, qu'il faut un usage raisonné, raisonnable des écrans. Nous ne sommes pas du tout une industrie qui milite pour que les enfants passent... c'est aux côtés d'autres loisirs, le jeu vidéo. C'est aux côtés en partage avec d'autres choses. Donc, on est très engagé sur ces sujets-là, parce que l'industrie... Il faut que vous compreniez qu'en fait, on a évoqué, et le sénateur Assouline l'évoquait, on y reviendra, mais différents modèles économiques et différents acteurs numériques. Les réseaux sociaux ont leur modèle d'affaires. Ce n'est pas le modèle d'affaires du jeu vidéo. Les free-to-play ont un modèle d'affaires à insérer dans la famille du jeu vidéo, qui est un peu différent des jeux vidéo dont on parle là. Mais tous ces modèles d'affaires sont très différents, et le jeu vidéo tel qu'on le promeut, on le défend. Alors il est appelé à évoluer, hein, évidemment, il y a plein de nouveaux modèles.
il repose quand même sur la volonté de créer un environnement sain et sûr. C'est un objectif autant, c'est pas philanthropique, c'est même pas que éthique, c'est un objectif aussi commercial. La famille, les jeunes parents de 35-45 ans sont un objectif aussi commercial de notre industrie, on ne va pas s'en cacher. Et quand on veut convaincre ces cibles-là, pour le dire de manière très prosaïque, on doit créer cet environnement sain et sûr. Donc notre intérêt même industriel, contrairement peut-être à d'autres industries, c'est de créer cet environnement jeu sain et assez accueillant. Et au moment du confinement, et j'en finirai par là, beaucoup de familles se sont rééquipées parce qu'effectivement, à la faveur du confinement, je ne sais plus quelle sénatrice évoquait ça, il y a eu un pic de jeux, effectivement, qu'on a constaté, et notamment parce que les 35-45 ans, les parents ont voulu reconnecter avec leurs enfants et se sont dit, bah tiens, jouons ensemble, remettons une console au milieu du salon. Et c'était la première génération de parents qui avaient fait du jeu vidéo quand ils avaient 18-20 ans. Ils y ont vu là l'occasion de raccrocher avec leurs enfants. Et donc, voilà, le contrôle parental, c'est décisif pour cette cible-là, parce que s'ils allument la console et qu'il n'y a pas cet outil-là, pour nous, c'est de toute façon passer à côté de la question. Donc, là-dessus, on est des alliés. Je veux dire, on n'a pas d'objectif caché là-dessus. C'est juste une promotion par les pouvoirs publics à nos côtés pour vraiment le faire savoir. Moi, je rêve que dans les tiers-lieux qui promeuvent l'inclusion numérique, il y ait des petits espaces où on puisse expliquer, via les médiateurs numériques, par exemple, comment on configure une console en 4-5 clics pour ne pas laisser les parents dans la pampa par rapport à ça. Je voudrais aussi, et je ne veux pas me mettre en position défensive, absolument pas, mais je pense qu'on a souvent tendance à accuser le jeu vidéo de tous les maux, hein, comme l'a dit Julien précédemment. Mais je pense qu'il y a effectivement, il faut surveiller la consommation de jeux vidéo, mais il y a quand même une addiction aux écrans de manière générale. Donc, et on a un peu tendance à penser qu'à partir du moment où on passe trop de temps sur son téléphone, c'est de la faute des jeux vidéo, mais voilà, on s'inscrit quand même dans un contexte où je pense qu'effectivement l'addiction aux écrans doit être surveillée et mieux encadrée. Et de la même manière, sur un téléphone, on peut mettre des contrôles. J'ai moi-même des contrôles pour moi-même, hein, donc pour ne surveiller que je ne passe pas trop de temps sur mon téléphone. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi aux amalgames. Et je voudrais juste réagir à une chose que vous avez dite et qui me touche quand vous dites les jeunes joueurs sont laissés à eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est faux en fait, parce que les communautés de joueurs, je peux vous dire que chez nous les éditeurs, elles sont extrêmement surveillées. Il y a un certain nombre de propos qui ne sont absolument pas tolérés. Vous avez des gens en fait qui surveillent les communications en jeu. Et il y a des systèmes de signalement et on fait vraiment beaucoup d'efforts pour que les relations à l'intérieur des jeux soient bienveillantes. En revanche, c'est vrai que les communautés de joueurs ne nous appartiennent pas. Elles existent aussi indépendamment de nos jeux. Elles peuvent s'exprimer ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux. Et c'est là, effectivement, qu'on a pu observer un certain nombre de dérives. Mais tant qu'elles sont à l'intérieur des jeux, donc in-game, je peux vous dire qu'elles sont extrêmement surveillées et qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une tolérance zéro avec des propos, voilà, toutes sortes de propos intolérables qu'on peut tenir dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, Je vais peut-être apporter un point sur ce sujet. On l'a dit, et je crois que c'est un sujet qui nous touche évidemment tous. Nous sommes des créateurs responsables, engagés, et il n'est absolument pas question d'imaginer une seule seconde que notre rôle est de diffuser des valeurs qui seraient contraires à l'ordre public, à la morale, voire même qui seraient répréhensibles pénalement. L'ensemble de nos créateurs et nos créatrices qui sont dans nos studios font un travail énorme de documentation, des travaux préparatoires, lorsqu'il s'agit par exemple de jeux historiques, pour s'assurer que l'histoire n'est pas tronquée lorsqu'elle est proposée aux joueurs et aux joueuses. Et donc il y a un engagement de la part de ces créateurs et de ces créatrices sur l'ensemble du spectre de la création qui est total. Certaines des créations que vous évoquez, et on ne va pas le nier, on n'est pas là pour être en mode défensif, sont des créations qui peuvent être produites ailleurs par des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans notre domaine, pardonnez-moi, de compétences.
Donc nous avons aussi à subir, comme dans l'ensemble des secteurs, qu'il s'agisse des secteurs culturels ou industriels, des dérives. On ne peut que les regretter, on peut essayer de lutter contre ces dérives. Et nous, la première réponse que l'on a, c'est en favorisant le jeu vidéo français, nous favorisons l'émergence des valeurs françaises et européennes dans la création mondiale. Aujourd'hui, on peut regretter que dans les séries, par exemple, ou dans le cinéma, nous soyons abreuvés de référentiels américains et que nos référentiels européens ou français soient très timidement mis sur le devant de la scène. Quand on a un succès et qu'il est international, on s'en réjouit. En général, c'est quelque chose de très positif. Dans le jeu vidéo, nous avons de très nombreux succès. C'est quotidien, quel que soit le type de plateforme et quel que soit le type et le genre de jeu. Donc je dois rappeler ici quand même notre engagement profond à faire de cette création française et européenne une création internationale. Je vais revenir... Pardon. Juste pour compléter, parce que c'est vrai qu'on a parlé, de violence, mais je voudrais aussi rappeler que oui, mais que les jeux vidéo, il ne faut pas être occulté en fait par quelques noms ou il y a aussi dans la production de jeux vidéo des jeux de vidéo qui vont vous parler, qui vont vous faire rêver, qui vont parler d'amour, qui vont parler d'amitié, qui vont parler d'homosexualité, qui vont parler de genre. Donc voilà, il y a toute une production et notamment sur la scène indépendante qui amène une richesse et une diversité de sujets qui sont extrêmement intéressants. Et je pense qu'il était important de le rappeler. Et on sera à même de vous fournir une liste de jeux qui, effectivement, vous évoquez, sénateur Assouline, la poésie. Il y a de très nombreux jeux qui sont extrêmement poétiques et des jeux qui apportent... Voilà, donc, bien sûr. Je voudrais juste... On va vous laisser répondre aussi aux autres questions. Alors, j'ai essayé de regrouper... très rapidement les quelques sujets. Je vais commencer par celui du confinement, juste pour vous donner une petite photographie et vous rappeler ce qui s'est passé pendant cette période. On a constaté évidemment un hyperdynamisme du secteur au niveau de la consommation, qui a eu des vertus aussi au niveau de la population, puisque le jeu vidéo a permis de rapprocher les générations. Qui n'a pas joué avec ses grands-parents ou avec ses petits-enfants ou ses enfants à des jeux vidéo en étant confiné chez soi? Ça pouvait être des jeux vidéo très classiques, mais voire même des parties de jeux vidéo plus approfondies avec une expérience de jeu un peu plus profonde qui a permis aussi à tout un ensemble de générations de comprendre un peu mieux ce qu'est cette industrie culturelle. Donc je pense que ça a eu des vertus et ça a permis de nous rapprocher. Néanmoins, pendant cette période, il y a eu une hyper-fragilité de la production. Tout simplement parce que selon les typologies d'acteurs, nous nous sommes retrouvés dans des situations où nous avions des entreprises qui étaient occupées à distribuer leurs jeux sur le marché et à répondre à une très forte demande. Mais en même temps, nous avions des entreprises qui étaient en train de produire des jeux vidéo avec des vues à moyen et long terme et avec des éditeurs ou des distributeurs internationaux qui freinaient, n'étant pas du tout certains de l'avenir qui était offert à ce secteur sur nos marchés. Donc on a eu un effet quand même, une parabole finalement, avec un dynamisme du secteur très fort, mais une décroissance ensuite au niveau de la production qui s'est sentie. La nécessité de mettre en télétravail l'ensemble de nos salariés, qui a été quand même une épreuve, mais aussi aujourd'hui, avec le recul, quelque chose une grande opportunité aussi pour l'ensemble des salariés du secteur, qui peuvent bénéficier de conditions de travail parfois améliorées, avec une souplesse aussi sur l'accès au bureau et la flexibilité ou l'hybridation, comme on dit aujourd'hui, de la façon que l'on a de travailler. Donc ça a eu des vertus aussi de transformer finalement la façon que l'on avait de produire ces jeux vidéo, sans nier évidemment toutes les contraintes, parce qu'il est plus facile de télétravailler lorsqu'on a une maison et qu'on est dans un environnement plutôt agréable avec d'autres personnes que lorsqu'on est reclus tout seul dans son appartement, voire même dans son petit studio ou sa chambre. Donc on ne nie pas qu'effectivement ça a pu avoir aussi des effets catastrophiques, et on a accompagné pendant cette période avec des cellules d'écoute l'ensemble des salariés du secteur, nous en tant que syndicat professionnel, mais aussi les entreprises ont su réagir très rapidement en mettant à disposition des numéros, des psychologues et des psychiatres, et évidemment à se mobiliser très fortement pour faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre cette période avec un semblant de sérénité. Vous avez parlé de nombreuses inquiétudes, enfin vous avez souligné de nombreuses inquiétudes qui sont les nôtres aussi, comme le disait Julie Chalmette tout à l'heure, sur le sujet de la mixité et de la diversité. Je voudrais rappeler ici, effectivement, les chiffres qui ont été cités.
22-23%, et nos chiffres 2023, enfin 2022 qui seront publiés en 2023, je l'espère, montreront une progression de la féminisation dans nos équipes. On a encore beaucoup à faire, vous avez raison Madame la sénatrice, et nous y sommes extrêmement sensibles. On a peut-être réagi un peu tardivement, néanmoins on a réagi avec fermeté. D'abord, la première des choses, c'est je crois que les entreprises ont été sensibles et percutées de plein fouet par ce phénomène générationnel qui était la production de jeux vidéo il y a quelques années. Plutôt des jeunes hommes, effectivement, puisque c'était effectivement essentiellement eux qui jouaient, qui étaient des pratiquants. Et une industrie passion qui excluait finalement toute forme d'intégration de gens qui ne l'étaient pas, qui n'étaient pas passionnés eux-mêmes. Je crois que tout ça, c'est en train d'être derrière nous, voire derrière nous dans pas mal de sociétés, dans beaucoup de sociétés en France. Donc il y a eu une hypersensibilité et beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment des politiques de RSE qui ont été mises en place dans de très nombreuses entreprises et parfois même de petites entreprises qui se donnent les moyens de progresser très rapidement. Parce qu'en progressant sur la mixité, la diversité et l'inclusion, on progresse sur l'image et sur les créations que l'on produit. On ne va pas se leurrer, ça passe évidemment par là. Créer dans une équipe mixte et diverse, c'est beaucoup plus intéressant que créer dans une équipe qui est unique en termes de genre. Mais on a un enjeu aussi sur la mixité sociale. On en parle assez peu. Le jeu vidéo, c'est aussi un des loisirs qui est pratiqué par l'ensemble des couches sociales de la population. Et d'ailleurs, beaucoup d'initiatives sont faites par des associations de quartier pour essayer de réintégrer des jeunes en difficulté avec le jeu vidéo. On n'en parle pas souvent, mais j'échangeais il y a quelques jours avec une personne qui a monté une association en région Auvergne-Rhône-Alpes qui vise à faire revenir les jeunes qui vivent dans les cités autour du jeu vidéo et leur apprendre un métier finalement autour de cette passion qu'ils ont à travers notre média. Donc ça permet effectivement de mettre ensuite sur le marché de l'emploi, de réenchanter finalement ces jeunes. Et pour nous, c'est une aubaine parce que là encore, la diversité de nos publics en matière de création sera évidemment très bénéfique pour la qualité des productions qu'on sera capable de mettre sur le marché. Très rapidement, quelles sont les autres initiatives qu'on a mis en place? On a travaillé très activement avec l'association Women in Game qui fait un travail formidable et qui a été aussi un des déclencheurs de cette féminisation et de cette mixité dans nos équipes. Donc énormément d'initiatives, de formation, de webinars, de sensibilisation, mise en place de rôle modèles, de très nombreuses femmes qui acceptent aujourd'hui et qui osent parler de leur métier, s'exprimer dans les conférences. Nous-mêmes, en tant qu'organisateurs de conférences, d'assurer la parité sur nos panels, de faire en sorte que les femmes chefs d'entreprise soient valorisées autant, si ce n'est beaucoup plus, que les hommes dirigeants d'entreprises dans le jeu vidéo. Et il y en a, et elles sont extrêmement douées, talentueuses, et elles créent des jeux aujourd'hui qui sont parmi les meilleurs au monde. Donc ça, c'est un autre élément qui a été mis en place. Nous, au niveau du SNJV, on a mis en place une charte qui oblige l'ensemble de nos adhérents à adhérer à un ensemble de principes et d'actions concrètes à mettre en place au sein de leurs équipes. Après, je vais être très honnête avec vous, nous sommes une petite équipe, on n'a pas un rôle de police auprès de nos adhérents, mais nous nous assurons quand même que l'ensemble des éléments qui figurent dans cette charte sont respectés. Et je dois dire qu'à aujourd'hui, sur nos 250 adhérents, nous n'avons pas constaté pour le moment de dérives et de comportements qui sont contraires à cette charte. Donc ça, je crois que c'est très important de le signaler. Des formations qui ont été mises en place par le CNC, qui aujourd'hui sont obligatoires pour bénéficier de subsides publics en matière de création de jeux vidéo. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une subvention si vous ne suivez pas la formation qui a été mise en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant et important, puisque je ne sais plus quel est le nom, mais je crois plusieurs centaines de dirigeants et dirigeantes ont suivi ces formations depuis leur mise en place en 2020. Dernier point peut-être, et je laisserai la parole à mes collègues, sur le sujet des heures supplémentaires et de ce que vous avez évoqué, qui a été relaté dans les médias. Là encore, nous ne nions pas qu'il y a pu avoir un certain nombre d'abus, de problèmes et d'absence de prise en compte de certains salariés dans leur bien-être au travail. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, ces méthodes-là sont révolues pour plusieurs raisons. La première, c'est que la médiatisation a été faite et a permis d'engager un très grand nombre de réflexions et de travaux profonds au sein des entreprises qui pouvaient être sujettes à ce type de pratique. Donc ça a évidemment eu des vertus. Le deuxième, c'est que la façon que nous avons de produire les jeux
pour la grande partie d'entre eux qui sont aujourd'hui distribués sur le long terme, c'est-à-dire distribués en jeux qui continuent, c'est une méthode de production qui ne fait plus se rencontrer finalement le studio de production avec le marché à un moment donné, qui est un moment critique. On va faire ce qu'on appelle, pardonnez-moi pour l'anglicisme, un soft launch, c'est-à-dire qu'on va finalement distribuer le jeu en douceur dans certains pays pour commencer à tester sa réactivité et voir si les joueurs sont effectivement sensibles ou non à ce qu'on leur propose. Et donc, de par ces méthodes-là, nous ne sommes plus dans le même schéma de production en interne dans nos équipes, ce qui fait que on va diminuer aussi cette pression qui peut peser sur les équipes à un moment donné pour rendre finalement une copie avec un éditeur ou avec une plateforme qui va distribuer un jeu. Ça, c'était effectivement des pratiques. On avait ce qu'on appelait des milestones qu'on devait respecter, et c'était souvent des périodes de sprint assez intenses et qui pouvaient engager finalement des salariés dans des situations qui étaient non voulues. Et puis, dernier point sur cet aspect-là, aujourd'hui, les heures supplémentaires, lorsqu'elles sont sollicitées, elles ne sont sollicitées que de la part de l'entreprise et sur la base du volontariat. Et ça, c'est très clair dans l'ensemble des entreprises du secteur qui souhaitent effectivement s'engager dans un traitement des salariés qui est un traitement conforme à la loi, à l'ordre public et à la morale. Voilà sur ces sujets. Je dis un mot, Madame la Présidente, et après je redonne la parole à ma présidente. Peut-être répondre plus précisément aux interrogations qui avaient été soulevées. Vous donnez un élément pour bien comprendre. Il y a plus de 30 000 jeux vidéo qui sortent. Donc on parle d'un continent. Donc quand on commence à s'intéresser aux jeux vidéo, c'est d'abord cette diversité qu'on aurait dû presque spontanément vous évoquer. Quand on ne connaît pas le jeu vidéo, on peut ne pas connaître cette diversité de jeux. Mais les jeux sont un univers. C'est-à-dire qu'entre des jeux d'aventure qui demandent 100-150 heures pour le finir, dans des décors graphiques absolument spectaculaires, des jeux qui demandent 5 à 7 ans de production, stylistiquement, graphiquement, hyper alléché. D'ailleurs, je rêverais de pouvoir allumer des consoles devant vous et de vous montrer ces dernières productions, peut-être à faire, à reproduire dans un autre cadre, mais vous êtes chaleureusement venus, invités à la Paris Games Week, je le répète, si vous voulez voir ces jeux, ces dernières productions. Mais on peut parler de ces jeux-là, on peut parler de jeux très casual, c'est-à-dire très du quotidien, qui sont pratiqués parfois, et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, parce que c'est des mécaniques qui sont très dures à créer pour rencontrer le succès. C'est paradoxalement des jeux très, très concurrentiels, un secteur très concurrentiel, des jeux qui sont le temps d'un transport pratiqué sur le téléphone mobile par des personnes comme un passe-temps. Et puis au milieu, vous avez aussi toute une gamme de jeux de plateau qui sont reproduits de manière numérique, des échecs, etc. Tout ça, c'est le jeu vidéo. Donc effectivement, quand on peut nous rétorquer, mais il y a de la violence dans le jeu vidéo. Oui, il y a de la violence dans le jeu vidéo, comme dans le cinéma de Kubrick. Mais il y a de l'hyperviolence. Oui, il y a de l'hyperviolence. Oui. C'est une création artistique. Oui, il y a de l'hyperviolence. Et parfois, la violence prête à débat, prête même à des déchirements dans les communautés de joueurs, parce que ça peut être de la violence purement esthétique, qui ne sert pas une narration. Et donc, la communauté de joueuses et de joueurs va être la première à réagir négativement sur ce jeu, en disant quel est l'intérêt. Et puis, parfois, vous avez des narrations très fortes, où il y a de la violence, mais ça raconte quelque chose. Donc, nous, on est mal à l'aise parfois pour défendre l'industrie en disant bah oui, mais il y a de la violence. Oui, oui, il y a de la violence, mais parlons où elle se situe, quel jeu, comment, etc. Et puis, dans ce spectre, dans cet univers, c'est pour ça que c'est dur à apprendre en très peu de temps, il y a des jeux également qui ont une vocation pédagogique, dans le sens où un Assassin's Creed qui développe même un mode spécifique qui s'appelle Discovery, où vous pouvez vous plonger dans l'univers du jeu sans faire le jeu pour autant, mais vous balader dans le décor et visiter les pyramides égyptiennes, évidemment, visiter la nef de la cathédrale Notre-Dame, etc. Ça, c'est à pousser, c'est à valoriser. Donc, voilà, je voulais peut-être juste vous redire que c'est vrai que pour nous, c'est difficile à apprendre, parce qu'en fait, ce continent-là, on le représente dans toutes ses aspérités, dans toutes ses différences, dans tous ses... Voilà. Donc continuons le dialogue là-dessus, mais ce qu'on essaye de faire céder avec vous, et génération de parlementaires après génération de parlementaires, on y arrive petit à petit, c'est de ne pas projeter un regard trop vite, trop caricatural sur le jeu vidéo. C'est de nous... Non, mais c'est pas du tout le reproche que je vous fais, mais c'est ce qu'on a combattu dans les années à venir. C'est-à-dire de dire, si on regarde le jeu vidéo, regardons-le comme avec la même exigence qu'on a pour d'autres industries culturelles et créatives. Voilà. Et ça, c'est juste ce qu'on demande. Ou alors on dit, j'y n'y connais rien, d'accord, mais donnons-nous le temps de mieux le comprendre et de mieux l'appréhender. Voilà, ça c'est un propos liminaire. Je réponds à la question du président Lafont sur la concentration, l'arrivée massive de capitaux, etc. Je pense que ce qui est important, c'est déjà de comprendre qu'il se passe quelque chose autour du jeu vidéo. Donc je parlais d'un actif culturel stratégique, c'est vrai que c'est un bien grand mot,
Mais s'il se passe de tels déplacements de capitaux, je trouve que ça doit alerter la France et l'Europe sur « il ne faut pas qu'on rate un virage ». C'est d'abord ça le signal que ça dit. Si les capitaux bougent et si les investissements sont massifs et si des GAFA pivotent pour s'intéresser aux jeux vidéo, bon, il faut qu'industriellement, on réponde et qu'on soit là. Vous avez des opérations économiques de nature très différente que là encore, il ne faut pas amalgamer. Entre un acteur traditionnel très gros, un major de l'industrie du jeu vidéo, mais qui est là depuis 25, 30, 40 ans, qui a un catalogue de jeux, qui est proche des studios, qui connaît l'univers du jeu vidéo, qui va faire un rachat et une stratégie de prédation, entre guillemets, purement capitalistique d'un groupe qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, c'est des choses très différentes. Donc c'est vrai que même là-dedans, il faut mettre de la nuance. Un investisseur peut être asiatique et peut être américain, et pour autant vouloir s'investir dans le long terme dans le jeu vidéo, et y compris en Europe. Donc c'est vrai que d'un rachat à l'autre, ou d'une montée en capital à l'autre, il faut vraiment regarder ça à la lumière de est-ce qu'on va réussir à garder des actifs en France, en Europe, et comment on peut, avec vous, faire une prise de judo pour que, comme à la manière de la French Tech, je reviens sur mon début de propos, on peut être de plus en plus attractif sur le territoire français, sachant qu'on a des raisons de se réjouir, mais qu'on pourrait l'amplifier encore. On a les talents, puisque derrière le soubassement, c'est qu'on a l'école créative française et on a l'école d'algorithmie et mathématiques. C'est ça le soubassement français, des startups et du jeu vidéo, c'est les mêmes. L'algorithmie française et l'école de mathématiques, c'est ce qui fait aussi le fait qu'on a des talents dans toutes les boîtes du monde et qu'on peut les mobiliser aussi sur le jeu vidéo. L'école d'animation française, pareil, les Gobelins, je ne cite pas toutes les... Mais ça produit des cerveaux pour le jeu vidéo. Donc, c'est vrai que si on crée le financement en France, le soubassement d'aide publique, et on n'est pas très gourmand en demande d'aide publique, hein, on demande juste à pérenniser le crédit d'impôt jeux vidéo, qui représente une somme pour les deniers publics, mais honnêtement, qui se compare les yeux dans les yeux facilement avec d'autres crédits d'impôt. On parle de 50 à 60 millions d'euros, pour être très précis avec vous. Voilà, qui soutiennent un tissu d'un millier d'entreprises. Donc voilà, donc concentration du secteur, arrivée massive de capitaux, mais dans cette réalité du marché, accélération des feux en Europe et en France. Je vous invite vraiment, je vous le partagerai, Monsieur le Président, le rapport de la commission du Parlement européen qui vient juste de sortir, qui a été produite par la rapporteure est française, une députée européenne, Laurence Faring, qui a fait un travail vraiment excellent sur, non pas parce que les conclusions nous vont, mais parce qu'il est très complet, sur le jeu vidéo et l'e-sport, et l'ambition européenne qu'il faut allumer. La Commission européenne s'en est saisie. Et le 9-10 novembre, en plénière au Parlement européen, le rapport va être adopté. Et je pense que c'est le signal qu'en Europe, on va accélérer sur le jeu vidéo. Une dernière question de Samantha Gazbon. Et peut-être pourriez-vous dire un mot aussi sur l'e-sport et Céline. Ah oui, alors l'e-sport, on fait un très gros travail sur l'honorabilité des encadrants. Tout à fait. Nous, on est très proche de l'association Francisport. Le CEL est membre de Francisport, qui est la grande association qui essaie de faire avancer l'e-sport en France. L'e-sport, c'est quoi? C'est le jeu, dit autrement, c'est le jeu vidéo compétitif. Parfois, on pense que ce n'est que du jeu vidéo virtuel, type on prend du tennis ou on prend du foot et puis on le fait sur écran. C'est pas ça l'e-sport. L'e-sport, c'est pas ça. Les plus grandes licences d'e-sport, paradoxalement, c'est pas ça. Ce sont des jeux vidéo qu'on ne pourrait pas pratiquer dans la vraie vie, comme League of Legends, par exemple. Ce serait dur de le faire dans la vraie vie. Et qui réunissent des millions de fans à travers le monde. Autour de quoi? Autour, un peu la même mécanique du sport, des joueurs ou des joueuses qui ont un don absolument exceptionnel sur ce jeu et qu'on est prêt à payer pour venir dans des stades, voir jouer sur des écrans géants avec une production un peu show comme un spectacle culturel, et on va venir voir ces champions, ces championnes s'affronter sur un jeu très populaire. Et vous pouvez avoir des jeux très comme Mario Kart, où vous avez des champions qui atteignent des niveaux dans ces jeux et où on est prêt à venir les voir et les voir s'affronter. Ça, c'est l'e-sport, jeux vidéo compétitifs, les plus grandes licences du monde qui sont jouées par des gens qui ont développé un niveau de compétence absolument spectaculaire et rare, donc on est prêt à payer pour ça. Et ça, en France, pareil, c'est le petit frère du jeu vidéo, mais c'est une vitrine formidable. Partout sur vos territoires, il y a des associations amateurs d'e-sport qui font vivre dans des gymnases, dans des cafés, dans des parties entre e-sportives et e-sportifs. Donc nous, on est très vigilants parce qu'on veut encadrer cette pratique-là et on aide Francisport à structurer ce maillage régional, l'accompagnement des animateurs, etc. Donc on finance, le CEL concrètement, on finance Francisport pour faire cette structuration. Et il y a aujourd'hui des conventions d'objectifs entre le ministère des Sports et Francisport pour conduire
ses missions d'intérêt général, on va dire, de développement de l'e-sport à travers tout le pays. Donc ouais, ça se développe bien en France, pour résumer, et on est un pays très dynamique d'e-sport. Et le président de la République, je finirai par là, a dit il y a 15 jours, 3 semaines, qu'il allait conduire une grande politique d'attractivité dans laquelle l'e-sport faisait partie. Il veut attirer les plus grands tournois du monde en France. Et on aura en 2023 l'un des plus grands tournois au monde qui s'appelle Counter-Strike, sur un jeu qui s'appelle Counter-Strike, qui va réunir 15-20 000 personnes à l'Accor Arena et qui sera retransmis dans le monde entier. Samantha Cazebonne, dernière question. Oui, c'est plus sous une dimension pédagogue là, que je vous interroge. Je voulais savoir dans quelle mesure vous travaillez avec le ministère de l'Éducation nationale et comment... Enfin, d'abord, est-ce que vous êtes entouré de pédagogues dans vos équipes? Vous parliez tout à l'heure du temps d'écran. Donc, moi, je viens du monde de l'éducation et on sait à quel point aujourd'hui on laisse le champ plutôt libre aux établissements scolaires de laisser les élèves avec des outils numériques. Pas franchement très cadré, le sujet, c'est ce qu'on appelle aussi l'autonomie de l'établissement. Mais du coup, je me pose la question du temps d'écran et la relation que vous avez avec le monde de l'éducation et plus particulièrement celui aussi de la pédagogie. Est-ce que vous travaillez ensemble ou est-ce que finalement vous ne faites que cohabiter, j'ai envie de dire, une fois qu'on rentre les jeux vidéo à la maison et qu'au fond, on ne se parle pas tant que ça? Je pense que je ne peux pas vous faire une réponse unique. En fait, ça va vraiment dépendre de quel type de jeu vous développez, où est-ce que vous les développez. Alors, moi j'ai commencé ma carrière chez Cocktail hein, qui développait les jeux Ali Adibou, que peut-être vous connaissez, qui étaient des jeux éducatifs. Hein. Donc oui, il y avait un dialogue avec des pédagogues et le système éducatif, parce que les jeux avaient une vocation à être une vocation éducative. Ensuite, nous, en tant qu'industrie, avec nos relations avec le ministère de l'Éducation, je pense qu'on a vraiment du mal à nouer un dialogue avec eux. Je pense qu'ils sont assez réticents à engager ce dialogue. Après, nous sommes des industriels, hein, ça peut se comprendre. Donc, on ne peut pas dire qu'on est des relations très proches. Néanmoins, après, on constate que certains après ça relève vraiment des individualités. Hein, certains professeurs vont utiliser des jeux vidéo pour, Nicolas mentionnait précédemment un jeu d'Ubisoft, Assassin's Creed, qui se situe en Égypte, donc dans lequel on pouvait découvrir toute la vie des Égyptiens. Il y a de nombreux exemples comme ça. C'est vraiment, mais aujourd'hui, non, je peux pas vous dire que qu'il y a une relation soutenue avec le ministère de l'Éducation. Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est souvent des initiatives individuelles de la part de certains enseignants ou professeurs d'intégrer finalement cette relation aux jeux vidéo au sein de leur parcours d'enseignement. C'est très dur de faire rentrer le jeu vidéo à l'école et dans les formations même supérieures, tout simplement parce que on est vu comme des industriels et donc on serait présupposé là pour venir prendre notre part du gâteau, ce qui est évidemment pas notre intention. C'est plutôt justement de participer à cette éducation aux écrans et même globalement d'essayer de diffuser des comportements positifs, de savoir finalement éteindre une console ou un jeu au bon moment. Aussi apprendre aux parents aussi à gérer la pratique du jeu vidéo de leurs enfants. Parce qu'il est vrai, quand on met un enfant devant un dessin animé, on a tendance à lui laisser regarder le dessin animé jusqu'à la fin et ensuite d'éteindre la télévision et lui demander de venir faire ce qu'il a à faire. Dans le jeu vidéo, en général, on éteint la console d'un coup d'un seul, on perd sa sauvegarde, donc effectivement, ça crée du conflit. Les parents ne sont pas forcément sensibles à ce que ça veut dire et c'est normal. Donc voilà, il y a aussi les parents qu'il faut pouvoir toucher et sensibiliser. Donc on a un travail, nous, à faire avec à la fois l'enseignement supérieur, l'enseignement, l'éducation. C'est pas évident, on y travaille, mais on n'est pas toujours reçu comme on souhaiterait. Donc c'est des initiatives individuelles, mais qui portent quand même leurs fruits dans certains établissements. Il y a des vertus. Je voudrais juste terminer sur cette question. Je pense que moi, je regrette en fait qu'il n'y ait pas plus de dialogue. Je pense que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un vecteur extrêmement important en fait pour la jeunesse. Hein. Je pense que tous les jeunes tous les jeunes, enfin quasiment tous les jeunes jouent.
Et je trouve qu'il y a probablement des choses aussi à inventer et nouer, notamment pour les amener vers les métiers du numérique, vers la programmation. Moi, c'est une de mes obsessions. Je pense que voilà, il y a certaines associations qui apprennent la programmation par le jeu vidéo. En fait, on commence à faire des lignes de code et on crée son propre jeu vidéo. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se perd parce que pour le coup, je pense que la programmation devrait être une matière à part entière dans l'enseignement public, ouais, à l'école dès le plus jeune âge. Donc voilà, je pense que j'ai pas la solution, mais ça fait partie des choses auxquelles je pense régulièrement. Il y avait une remarque sur le pass culture. Oui, l'intérêt du pass culture. Ouais. Alors c'est le cas, on a été parmi les pionniers sur le pass culture à l'époque de sa préfiguration. Un certain nombre de concepteurs avaient effectivement proposé leur jeu. Après, on a des problématiques de modèle économique qui sont attachées à cela et de diffusion massive finalement des jeux à travers le pass culture. Mais néanmoins, c'est une très bonne initiative à laquelle on a souscrit dès le démarrage du projet. Je voulais juste, parce que Madame la sénatrice, vous avez soulevé effectivement un point et vous vouliez une réponse sur le modèle freemium. Juste vous rappeler que en fait, cette pratique qui consiste à proposer du contenu additionnel en cours de jeu, elle existe depuis toujours dans les jeux vidéo et pas simplement sur téléphone mobile. C'est une pratique sur les jeux consoles qui existe depuis très longtemps. On apporte du contenu additionnel en cours de route et un jeu que vous allez acheter 50 à 70 € va au final vous coûter peut-être le double, parce que si vous avez une expérience de jeu que vous souhaitez, bien entendu, plus approfondie avec plus d'interaction et plus dans la durée, vous allez devoir effectivement dépenser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que spécifiquement sur la pratique mobile, un descripteur de contenu est apparu dans le système PEGI en 2019, si ma mémoire est bonne, mais je revérifierai, qui montre effectivement aux joueurs et aux joueuses qu'il y a des achats dans les applications. Et ça n'est pas valable d'ailleurs que pour le jeu vidéo, puisqu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont présupposées gratuites, que vous téléchargez et qui en fait sont finalement payantes, et où d'ailleurs vous avez beaucoup de mal à vous désinscrire. Dans le jeu vidéo, ce n'est pas le cas. Les choses en général sont plutôt énoncées clairement. Donc on essaye aussi d'informer. Je pense que ça, c'est très important, informer et responsabiliser les joueurs et les joueuses. Je pense que ça, c'est un mot-clé qu'on doit avoir. Ensuite, du point de vue de la production, on met en place des limites de dépenses. C'est-à-dire qu'on est capable d'informer les joueurs quand il y a effectivement, on détecte un abus. On est capable d'envoyer des messages, voire de signaler, voire même de bloquer l'accès à un compte. Donc ça, c'est des choses qui se sont faites, qui continuent d'exister quand il y a effectivement quelque chose d'inapproprié, d'inadapté. Voilà, on ne parie pas sur ce genre de choses. Ensuite, l'hyper casual, qui est aujourd'hui un segment qui s'est beaucoup développé ces dernières années, travaille majoritairement maintenant sur des modèles de revenus publicitaires. C'est-à-dire que ce n'est plus le joueur ou la joueuse qui paye, mais ce sont finalement le fait de voir des publicités. Alors, on peut critiquer la vertu ou non de ce modèle-là, mais il a au moins pour mérite de ne pas faire porter sur le joueur la dépense qui consiste en fait à lui proposer d'aller plus loin et d'avoir une profondeur de jeu et d'expérience un peu plus importante. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et dernier point, et j'en aurai terminé, on a quand même un phénomène de l'abonnement dans le jeu vidéo aujourd'hui qui se développe, un peu à la façon de ce qui existe dans le phénomène, dans les séries notamment, et de plus en plus d'opérateurs, de plateformes proposent des abonnements à un catalogue auquel vous allez pouvoir jouer de façon illimitée tant que vous êtes abonné. Donc ça pose d'autres questions, mais néanmoins, ce modèle-là étant en train de se développer fortement, c'est aussi une proposition alternative qui est offerte aux joueurs et aux joueuses qui n'ont pas forcément envie d'être sur les modèles freemium que vous évoquez. Merci pour toutes ces réponses à nos nombreuses questions. Je crois que c'était très utile de vous entendre. En tout cas, c'est une audition que nous attendions et je vous remercie d'y avoir participé parce qu'il faut que nous suivions davantage aussi ce secteur, à la fois pour la dimension économique que vous avez mentionnée, mais aussi le fait que c'est un vecteur important
d'information et de communication à destination pas uniquement des jeunes, mais de l'ensemble de la population. Donc c'était très utile cette table ronde ce matin. Et Nicolas, à qui rien n'échappe, me précise qu'il y a un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Unity qui se passe ici au Palais du Luxembourg. Vous étiez voilà. Pierre Ouzoulias et Jacques Grosperrin sont déjà dessus. Bien, et on se retrouve tout à l'heure à 16h45 en salle Médicis pour l'audition de Madame Oudéa Casséra. À tout à l'heure.